Bonjour à tous, c'est la Médiasphère, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, l'attaque à Levallois-Perret. Comment traiter l'information? Les médias marchent sur des œufs, il faut informer, mais en même temps faire très attention aux mots. La responsabilité est importante. La loi de moralisation, ça y est, elle est votée. La vie politique française sera-t-elle bouleversée? Ou s'agit-il seulement d'une loi symbole? Enfin, les vacances du président et de son gouvernement. Attention aux faux pas. Pour l'analyse avec nous, Michel Taube, bonjour. Fondateur du site Opinion Internationale. Frédéric Toscani, bonjour. Fondateur de QSN Digital, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Benjamin Morel, bonjour. Bonjour. Docteur en sciences politiques. Et Moustapha Tossar, bonjour. Bonjour. Journaliste politique. On va commencer donc par l'attaque hier à Levallois-Perret. On le rappelle, un homme à bord d'une BMW a renversé des militaires de l'opération Sentinelle. Ça s'est passé un peu après 8h15. Les rédactions reçoivent l'alerte à ce moment-là. Le temps de vérifier l'information et elle est à l'antenne moins d'une heure après les faits. À 9h20, je vous donne cette information que nous apprenons à l'instant. Une voiture a foncé sur des militaires de l'opération Sentinelle. Un homme et son véhicule sont actuellement et activement recherchés après cet incident, cet accident ou peut-être autre chose. Nous continuons à suivre l'évolution bien sûr de cette information que nous découvrons à l'instant. On parlera du choix des mots dans un instant, mais forcément l'information, on l'a bien compris dès le début, est extrêmement difficile à traiter, mais il faut la traiter, Michel Taube. Il faut la traiter, d'ailleurs je trouve ça très courageux que vous posiez la question de savoir comment il faut la traiter, très, très honnête. C'est vrai que c'est très compliqué de passer des heures et des heures à commenter des faits dont on ne sait pas en fait quelle est la teneur véritablement. Donc à partir de quel moment on est sûr d'une information? Je note que pendant toute la journée d'hier, le nom de la personne qui est incriminée n'a pas été communiqué. Alors qu'il y a quelques mois ou il y a 2 ans, lorsque des attentats étaient commis, la propension était à donner le nom de la personne soupçonnée d'être l'auteur d'un crime terroriste, était tout de suite mis en pâture. Dans les médias, maintenant, il y a plus de retenue, il y a plus de discrétion. Votre collègue lui-même montrait une hésitation et s'interrogeait quelque part lui-même sur la nature du fait qu'il était en train de découvrir. Donc effectivement, il y a plus de mesures certainement qu'il y a quelques années, mais en même temps, il y a toujours cette course à l'information, aller le plus vite possible et aller certainement parfois trop vite dans des informations. En même temps, sur ce fait-là, on était quand même à peu près sûr dès le début, vu le lieu, vu la ville, vu l'emplacement du fait incriminé, que c'était une tentative d'attentat terroriste. Alors on y reviendra justement sur ce mot terroriste. Mais d'abord, donc vous parliez de cette course à l'information. Juste aussi, est-ce que les médias n'ont pas évolué aussi avec les réseaux sociaux? C'est-à-dire que toute la prudence est de mise, mais il y a aussi l'information qui est divulguée de toute façon dans le même temps sur les réseaux. Oui, sur les réseaux sociaux, on est dans l'instantanéité, dans le temps réel. Donc l'information va forcément être révélée immédiatement. Si les médias ne la reprennent pas, le risque c'est qu'elle soit de toute façon diffusée par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, avec votre téléphone, vous pouvez même faire des vidéos en temps réel, et c'est ce qui se passe régulièrement, où les personnes vont diffuser des informations avec la contrepartie, à ce moment-là, c'est de n'avoir aucun filtre et de ne pas pouvoir expliquer la situation. L'autre difficulté, c'est que si on n'exprime pas officiellement, parce que l'aspect officiel, ça c'est encore autre chose. Mais on a l'impression de parler de régime. Voilà, c'est ça. Mais si on n'a pas une version, je dirais, pas contrôlée, mais qui va vérifier la véracité des événements, essayer d'expliquer la situation, vous avez sur les réseaux sociaux ce qui a d'ailleurs essayé de se passer hier, c'est que vous voyez apparaître tous les complotistes de tout ordre qui vont, eux, à ce moment-là, prendre la parole sur les réseaux sociaux pour essayer d'expliquer qu'on ne nous dit pas tout, on nous cache des choses, et nous, on va vous dire la vérité. Alors, ils vont dire leur vérité. Mais effectivement, quand on a préparé l'émission, on s'est posé la question, est-ce qu'on mettait à l'image ces tweets? On a vu pas mal de tweets passer comme ça. On a décidé de ne pas le faire. Là, c'est de notre responsabilité. Mais effectivement, ils existent. Oui. Mais les médias, est-ce qu'ils doivent ou pas? Alors nous, on a pris la décision de ne pas le faire, mais les médias doivent-ils ou non en prendre compte? En tenir compte? C'est toujours important de tenir compte, parce que si le phénomène est suffisamment important, ça veut bien expliquer qu'il y a une tendance. Maintenant, il faut aussi relativiser. On n'est pas obligé de relayer des messages qui sont négatifs ou négationnistes, etc. En revanche, ça peut permettre de tenir compte de ce qui se passe pour apporter de nouveaux arguments et expliquer réellement la situation.
situation. Moustapha Tossa, la responsabilité là, des médias. Moi, j'ai l'impression que cette prudence des médias à laquelle vous avez fait allusion par rapport à ce qui s'était passé avant, elle épouse aussi une forme de prudence gouvernementale. Rappelez-vous, chaque fois qu'il y avait un attentat à l'époque de Hollande-Cazeneuve, on avait droit à une intervention du ministre de l'Intérieur, éventuellement une intervention du président de la République qui essayait de contextualiser cet événement, de lui donner une ampleur. Là, il y avait un silence gouvernemental jusqu'à même devant l'hôpital de Percy où une question a été posée à Gérard Collomb. S'agit-il d'un attentat terroriste? Il n'a pas voulu répondre par oui ou par non. Il a dit même si le parquet antiterroriste a été saisi. Donc il y a là une forme de retenue. J'ai l'impression que tout le monde est contraint dans son expression. Même quand Patrick Balkany, dès les premières minutes de cet attentat, et notamment sur l'antenne de LCI, avait dit que c'était un incident volontaire, délibéré. Donc on n'a pas voulu lui donner cette ampleur terroriste. Alors bien sûr, quand on voit qu'il y a un événement qui a pris pour cible des militaires, on ne peut pas ne pas penser à un acte terroriste. Mais alors justement, faut-il ou pas utiliser le mot terrorisme? On a vu effectivement, ça posait pas mal de questions, notamment hier. C'est un attentat qui est lâche, qui est inacceptable, bien entendu. Nous verrons bien si c'est une tentative d'attentat. En tout cas, c'est une attaque qui ressemble beaucoup. Je fais attention aux mots. Donc je ne veux pas encore parler d'attentat, mais enfin, ça y ressemble. Il faut, je dirais, s'exprimer avec toutes les réserves d'usage. Souhaitons que ça soit un acte non terroriste. Je parle d'une agression à caractère terroriste. Je pense qu'il faut voir la réalité en face. Un véhicule qui fonce sur des militaires de la force Sentinelle, il n'y a aucun doute. Voilà. Peut-on ou pas parler de terrorisme dans ce cas-là ? En fait, ça pose une question plus large qui est comment est-ce qu'on définit le terrorisme aujourd'hui ? Regardez la définition du Larousse. On l'a préparée. Effectivement, vous nous allez dire si vous êtes d'accord. Selon le Larousse, c'est un ensemble d'actes de violence commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement ou pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays ou d'un système. Si vous voulez, le terrorisme à l'origine, c'est un terrorisme d'État. Ça renvoie à la terreur, etc. La question, c'est... Vous parliez tout à l'heure d'organisation ou d'individu dans votre définition. En fait, le terrorisme, il a muté. C'est-à-dire que lors des attentats du Bataclan et à Paris, quand vous avez quelqu'un qui arrive avec une Kalachnikov et qui tire dans la foule, là, la question ne se pose pas. En revanche, on a une mutation du terrorisme qui est liée également à la mutation des organisations terroristes et à l'affaiblissement des moyens de Daesh. Et ces organisations terroristes, aujourd'hui, se sont décentralisés, déconcentrés et ont mis la responsabilité à des individus isolés qui parfois n'ont quasiment aucun contact avec ces organisations, de commettre un attentat dans un objectif, et c'est là que ça peut être qualifié de terrorisme, de terrorisation de la population. Le problème, c'est que lorsque vous prenez une Kalachnikov, c'est clair. Lorsque vous prenez une voiture et que vous foncez dans la foule, ça peut très bien être un accident, ça peut très très bien être un acte d'un déséquilibré, ou ça peut être un acte terroriste avec une revendication politique derrière. Et la frontière entre tout ça n'est pas tout à fait étanche, notamment entre le déséquilibré et entre l'acte terroriste. C'est-à-dire qu'on a beaucoup aujourd'hui de terroristes, de néo-terroristes, qui sont en fait des gens un peu paumés, c'est pas du tout pour les excuser, mais qui n'ont pas le profil du militant, du théologien qui fait ça par foi, etc., qui est simplement là parce que, au bout du compte, c'est devenu une nouvelle façon d'exprimer sa colère. Et la façon, c'est triste de le dire, mais un peu à la mode d'agir, c'est de se revendiquer de ces organisations-là. Et donc, pour les médias, arriver à faire la part, pour les médias et pour le gouvernement d'ailleurs, entre l'acte terroriste et cet acte qui est un acte criminel, mais dont les motivations ne sont pas premièrement théologiques, c'est une grande question. Encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, le lien terroriste n'a pas été encore établi. Il y a une personne sur ce fait-là qui n'a pas encore été entendue, c'est le procureur de la République, qu'on avait l'habitude d'entendre, M. Molins, qu'on avait l'habitude d'entendre très très rapidement. Alors pourquoi est-il silencieux ? Je pense effectivement que de la part des médias comme des pouvoirs publics, il y a une certaine retenue. Il y a un phénomène, lorsqu'on observe le profil, et ça rebondit un peu sur ce que vous venez de dire, des personnes qui commettent des attentats terroristes. Ce que l'on voit de plus en plus, ce sont c'était notamment le cas de l'assassin de Nice, c'était le cas de celui
en pire de celui de Paris, la Tour Eiffel, il y a quelques jours, qui a été interné en hôpital psychiatrique 48 heures après avoir été interpellé, c'est qu'en fait, on a ce cocktail terrible de personnes qui sont à la fois psychologiquement très atteintes, même parfois limite perte de toute responsabilité, et en même temps idéologisées, en même temps islamisées de façon très très radicale, et c'est la combinaison des deux qui fait que ces personnes passent à l'acte. Et ce qui est très très compliqué pour les pouvoirs publics, c'est d'évaluer si la personne était terroriste par intention, avec vraiment une préméditation, une volonté de tuer et de terroriser, pour reprendre la définition du Larousse, ou si en même temps elles ne sont pas, et c'est ça le problème, c'est qu'elles sont en même temps, très souvent, des personnes qui sont à la limite de la perte de responsabilité psychiatrique. Et il y a des cas, celui de la Tour Eiffel, on a considéré qu'il était irresponsable, donc il a été interné en psychiatrie. Est-ce que pour autant il a tenté de commettre un acte terroriste ? Je ne répondrai pas. Il y a une autre affaire que j'aimerais citer, c'est l'affaire de madame la pauvre Sarah Halimi, une dame âgée qui a été sauvagement assassinée dans Paris en avril dernier, dont la famille a réclamé dès le début la requalification en acte terroriste, et la justice a pour l'instant refusé de le faire. Et sur chaque cas, maintenant, on se rend compte qu'on a affaire à des profils complexes sur lesquels il est difficile de mettre des mots sans prendre des risques. De notre métier, effectivement. Il est vrai que jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'y a pas encore de revendication, ni de la part de l'État islamique, ni de la part d'autres organisations terroristes. Mais n'empêche que quand on examine les informations que les autorités sécuritaires françaises ont mis à la disposition des journalistes, il est clairement question d'un homme qui a loué une voiture et qui s'est mis dans une position devant une caserne et qui attendait la sortie quand même de ces militaires. Donc le côté crime prémédité, action préméditée saute aux yeux. Donc c'est pour ça que je me dis que même parfois, même quand on est déséquilibré, on ne se réveille pas du jour au lendemain terroriste. On ne se réveille pas le matin naturellement, normalement, et pour commettre un attentat à la fin de journée. Il y a tout un processus, il y a tout un travail qui est fait. Alors, l'enquête montrera dans les relations sociales que cet homme-là a entretenues s'il y avait des gens qui l'ont radicalisé, à leur contact s'est radicalisé, ou bien s'il avait accompli une mission à leur demande. Oui. Benjamin Morel. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, mais c'est beaucoup plus difficile pour les autorités et les médias d'identifier en amont et assez rapidement ce genre de terroriste, et donc ensuite de délivrer plus rapidement l'information. Quand vous avez fait un séjour de formation en Afghanistan, quand vous avez importé du C4 ou des Kalachnikov, là, à ce moment-là, il y a généralement des traces qui restent. Et on peut assez rapidement dire, celui-ci, il est dans les dossiers, c'est probablement un terroriste. En revanche, quand vous êtes radicalisé pour des raisons X ou Y, rapidement, tout seul, et que vous avez loué une voiture ne vous fait pas ficher S. Donc, à partir de là, il est beaucoup plus difficile d'apprécier en amont, pour vous comme pour les autorités, ces profils-là. On le voit aussi, alors on parle des médias, il y a la presse écrite aussi, alors pas tous font la une sur cette attaque. On va le voir, Libération, Le Monde ont choisi de ne pas en faire leur une, mais Le Parisien, regardez, et puis quelques journaux de la presse régionale, tous mettent l'accent sur le fait que ce soit des militaires, encore une fois, qui soient visés. Il n'y a pas du tout de mots attaque, terrorisme dans les unes. Parce que vous, en tant que chaîne d'info continue, quand vous avez fait le choix de ne pas nommer cet attentat comme un attentat terroriste, ça a rejailli sur la presse écrite, ça a rejailli sur la perception qu'ont les journalistes de la presse écrite pour appréhender cette question. En même temps, tous soulignent le fait que de s'attaquer à des militaires, c'est s'attaquer à l'État français, et donc c'est s'attaquer aux valeurs de la République. Et donc c'est parler de terrorisme sans dire le mot. Sans dire le mot, mais déjà c'est assez notable. Absolument, c'est implicite. Après, il y a autre chose que je dois dire concernant l'instantanéité. C'est vrai que, quelque part, je crois que les chaînes d'infos en continu ont presque précédé les réseaux sociaux pour traiter l'instantanéité. Et j'ai envie de dire, il y a deux types de chaînes d'infos en continu qui ont une véritable emprise quand même sur l'opinion et notamment sur les politiques. C'est qu'il y a les chaînes d'infos en continu qui traitent un fait comme celui-là
comme une sorte de fait policier, de western, où ils vont suivre pendant toute la journée, et c'est ce qui s'est passé hier sur d'autres chaînes que LCI, que je ne nommerai pas, mais tout le monde sait très bien de qui je veux parler, où c'était vraiment un petit peu le suivi à la minute près, où peut être la personne que l'on recherche. Alors on va détailler les conditions de son arrestation, et ça va être comme ça pendant 24 heures, et sans arrêt, sans arrêt. Je pense que, pour consulter pas mal de monde, il y a une saturation de ce mode de traitement de l'information. On est sans arrêt dans la recherche du détail et de la façon dont l'enquête Les gens en ont marre de ça. C'est ce que moi j'entends partout. Les gens, il y a une saturation. Ce dont les gens attendent, notamment des chaînes d'information continue, c'est certes de traiter l'actualité, mais avec un petit peu de recul et un petit peu d'analyse. Oui, et c'est ça véritablement qui est la responsabilité. Si on parle de responsabilité des médias, la responsabilité est là. Il faut traiter l'info en continu. C'est le système qui le veut, mais en ayant un petit peu de recul et en choisissant bien également ceux qui commandent finalement cette actualité. Vous comprenez aussi la difficulté. On parle de chaîne continue, mais vous êtes un téléspectateur, vous n'étiez pas là à 10h. Vous allumez votre télévision à 15h. Forcément, la chaîne se doit de donner l'information, donc toute la journée, elle va être présente sur l'information. Vous parlez de saturation, mais peut-être que la personne n'a pas vu tout ce qui se passait avant. Donc il y a ça aussi qui J'ai une petite critique avant que lui donner la parole à notre invité. J'ai une petite critique là-dessus parce que j'ai un souvenir assez précis de Abaoud, le cerveau des attentats du Bataclan. Alors à l'époque, je voyais sur les chaînes d'infos continues son portrait tourner en boucle toute la journée. Et moi, j'étais obligé, pour des soucis, pour des préoccupations professionnelles, j'étais obligé de suivre l'actualité, mais je me pose à la place du téléspectateur lambda qui, toute la journée, voit un profil se dérouler, un profil avec des images, et avec une mise en valeur. Moi, je crois que c'est là où il y a un peu, quand on parle de communication et de la manière de couvrir les questions terroristes, c'est là où il y a un peu, où on pêche un petit peu par une espèce de côté négatif. On est en train, involontairement, de créer un mythe, de glorifier ce personnage et éventuellement de susciter ou d'encourager des vocations. Et ça, le danger qui est posé. Je vais vous poser une question. Tout ça, on fait comment ? Eh ben, on ne donne plus le nom de la personne incriminée, ce qui est le cas. On ne montre moins, parmi les quotidiens que vous avez cités, le Parisien a donné le nom de la personne incriminée dans l'attentat d'hier, mais il y a beaucoup plus de retenue aujourd'hui, et c'est vrai, ça fait partie de la responsabilité des médias. Peut-être qu'il y a une évolution, Frédéric Fosquini. La retenue, ça va devenir aujourd'hui la norme, c'est-à-dire qu'on a bien constaté de plus en plus, c'est que bien souvent, à vouloir aller trop vite, à faire dans le sensationnalisme, parfois, on revient en arrière parce que des choses fausses, erronées ont été dites. Donc, parfois, alors bien sûr, il y a des chaînes d'infos en continu qui vont déverser, qui vont chercher le sensationnalisme. Comme on peut retrouver la même chose sur les réseaux sociaux, avec un flux d'informations en discontinu dont les sources ne sont pas forcément officielles et avérées. Dans ce cas-là, le mieux pour les personnes qui veulent s'informer, c'est justement de se retourner peut-être vers des sources avérées. Il y a des sources officielles sur les réseaux sociaux, hein, les comptes Twitter du gouvernement, de la police nationale, etc. Et si on veut être informé de façon certaine à un moment donné, autant se retourner. La responsabilité des médias, d'accord, on se la pose, mais il y a aussi une responsabilité du téléspectateur, de l'internaute, c'est ça ? Bien évidemment, il faut que chacun se fasse ait son libre arbitre, prenne l'information et fasse son jugement et aille valider les informations au même titre qu'un journaliste est censé lui-même le faire. Sur les comptes Twitter officiels hier, par exemple de la police nationale, à aucun moment on a parlé d'attentat, on a parlé d'incident, c'était le terme qui était relevé. Jusqu'à, peut-être que ce terme changera lorsque l'enquête révélera ou que les conclusions arriveront à cette définition. Benjamin Morel. Il y a juste, alors pardon, vous allez pouvoir le commenter parce que vous revenez sur l'importance des mots. Juste, on a vu quelques unes de presse. Regardez le Figaro qui fait pas tout à fait le même choix et qui là parle d'islamisme. Oui, il parle d'islamisme tout bêtement parce que ça, il colle à son électorat. On est sur une ligne éditoriale qui fait que voilà. Il y a deux choses qui ont été dites qu'à mon avis, il faut essayer de distinguer. Il y a la forme de l'information et le fond de l'information. C'est-à-dire, je suis absolument d'accord sur le fait qu'il ne faut pas héroïser le terroriste. Et ce que vous disiez sur les westerns, à mon avis, est très très juste. Il y a un traitement de ce genre d'information qui est très important. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a affaire à deux types d'acteurs,
d'un côté des organisations terroristes qui sont là pour terroriser, et plus on en parle, plus ça terrorise, et d'un autre côté des déséquilibrés qui ont envie de devenir le héros moderne et qui pour ça se trouvent une cause et donc veulent passer à la télévision. Il y a un petit côté Star Academy qui est tout de même assez effrayant, mais qu'il faut tout de même souligner et qui fait que plus on en parle, eh bien, plus on les encourage. Mais en même temps, il ne faut pas, je dirais, filtrer l'information sur le long terme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ne pas dire des choses. Parce qu'à ce moment-là, vous tombez dans l'excès inverse et c'est également dangereux. On parlait tout à l'heure des complotistes. Les réseaux sociaux font que de toute façon, ça se saura. Si les médias n'en parlent pas, eh bien, ça abreuve la théorie du complot et c'est un problème. Et ensuite, et il ne faut quand même pas négliger ça, c'est un biais qui est assez dangereux pour nous en tant que démocratie. Si les médias commencent à jauger les conséquences de ce qu'ils révèlent, eh bien à ce moment-là, quelle est la frontière entre l'information et, je vais employer le gros mot, mais la propagande? C'est-à-dire la propagande, qu'est-ce que c'est, en quoi c'est différent de l'information? La propagande, c'est en fait une déformation de l'information au regard des conséquences qu'on en attend. La propagande, ça doit rassurer la population et démoraliser l'adversaire. Si on rentre dans un filtrage de l'information, on tombe un peu dans ce biais-là, certes pour des bonnes raisons, mais la propagande pense toujours avoir de bonnes raisons, et c'est dangereux. Donc, oui, sur la forme, attention au fond tout de même. Toujours, l'avoir à l'esprit. Moi, j'aimerais citer un autre fait qui n'a rien à voir avec le terrorisme, c'est un fait divers trop célèbre, c'est celui de l'affaire Grigori. On a quand même beaucoup commenté, notamment dans la médiasphère, lorsque il y a eu de nouveau un emballement de cette affaire récemment. Juin, oui. Et il faut quand même rappeler le juge Lambert, qui s'est suicidé, qui a laissé 3 lettres. Et ces 3 lettres, on en a beaucoup moins parlé après son suicide, dont une dans laquelle il disait clairement qu'il n'avait pas supporté la pression, la nouvelle pression, le retour de la pression médiatique, et que ça l'avait considérablement fragilisé. Donc je pense qu'il y a vraiment une maturation, en fait. Il y a une maturation. Je pense que l'ère des chaînes d'infos en continu arrive en fait à maturation, et donc forcément une sorte d'âge adulte qui fait qu'il y a une vraie interrogation, voilà, un âge de raison et un gain de raison. Juste une dernière précision pour revenir sur le terrorisme, ce que je voulais dire tout à l'heure, pour préciser mon propos, pour que des déséquilibrés choisissent de s'en prendre à des militaires, ou à la Tour Eiffel, ou à une école juive, ou une personne juive, etc., c'est qu'ils ont aussi été islamisés radicalement. C'est-à-dire que ce n'est pas que le déséquilibre qui fait que quelqu'un Parce que la cible n'est pas anodine. Voilà. Donc le choix relève aussi d'une radicalisation, d'une idéologisation pour faire terreur. Et c'est la combinaison des deux. L'un ne suffit pas, parce que s'il n'était que déséquilibré, cette personne hier ne s'en serait certainement pas pris à des militaires postés à Levallois-Perret tout près de la DGSE. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'en fait, c'était une façon pour des déséquilibrés de se trouver un but. Et ensuite, bien sûr que la radicalisation intervient au regard d'un corpus idéologique. On va passer à la loi de moralisation de la vie politique qui a été définitivement adoptée au Parlement hier. C'était l'une des grandes réformes voulues par Emmanuel Macron. On ne savait pas comment elle serait votée. Eh bien, les députés étaient bien présents et donc le vote s'est fait à une large majorité. Pour l'adoption 412, contre 74. La majorité requise étant atteinte, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi organique. Je trouve que c'est un progrès. C'est un progrès. D'ailleurs, elle porte bien son nom, la loi confiance. Il y a un problème de confiance, objectivement, dans la société française aujourd'hui, dans la classe politique et les Français. La mission est accomplie, puisque au terme de cette session extraordinaire, ce sont 9 lois que nous avons étudiées, discutées, amendées, enrichies et adoptées. Voilà, bonne chose de faite. Maintenant, ça c'est sur la forme, parce que sur le fond, je pense que c'est vraiment une erreur de supprimer la réserve parlementaire. On voulait faire de cette loi une vraie loi de la moralisation de la vie publique. Ils ont choisi d'en faire un gadget qu'il fallait passer vite pour faire un coup de communication. Et nous, on dit, en fait, le grand absent de cette loi, c'est le peuple. C'est un coup de com' uniquement Moi, je crois que cette loi souffre de l'absence du père, le géniteur, qui est François Bayrou.
C'est lui qui, avant de rejoindre Emmanuel Macron, a posé ça comme condition. Et donc, on voit, il n'est pas là pour lui donner ce lustre, pour lui la porter politiquement. Sur le plan du contenu, j'ai lu un petit peu les commentaires et les écrits qui ont été sur cette loi. Il est en deçà des ambitions qui ont été lancées dès le départ. Et donc, j'ai l'impression que c'est une loi qui a été votée pour garantir le retour de la confiance dans la chose publique et la chose politique, mais elle manque d'ampleur et elle manque d'ambition et n'est pas partie jusqu'au bout de sa logique, qui est réellement de rendre transparent la vie politique. Et d'ailleurs, pour rebondir sur Moustapha Tossa, effectivement, il y a plusieurs éléments. Déjà, François Bayrou n'était plus là pour la porter, et donc c'est vrai qu'il a manqué, j'ai envie de dire, un porte-parole politique de cette loi. Après, c'est vrai que la confiance ne va pas revenir comme ça parce qu'on a pris quelques mesures deux éléments. D'abord, il manque une deuxième partie de la loi qui est prévue dans les mois qui viennent. C'est une réforme constitutionnelle parce que la deuxième partie du dispositif, ça va être de réduire le nombre de députés et de réduire le nombre de mandats dans le temps. Une réforme de la Constitution, voilà, donc ça va donner plus d'ampleur à cette loi qui est présentement adoptée. Et puis ensuite, deuxième point, j'ai déjà dit à plusieurs reprises ici même, on ne va pas régler les problèmes de confiance en supprimant la réserve parlementaire, en empêchant les emplois familiaux de la part des parlementaires. Cette loi s'est concentrée sur les députés. Elle laisse quand même croire qu'il y a un affaiblissement des parlementaires eux-mêmes, qu'on ne s'est pas du tout attaché au statut des élus, de tous les élus de la République, le statut des ministres, des conseillers ministériels, des conseillers de l'Élysée. Bref, une grande loi qui aurait porté sur les élus, tous les élus et les citoyens, elle aurait pu donner une confiance, redonner confiance aux citoyens. On en est quand même assez loin. Oui. Et pour la petite anecdote, il y a un membre de République En Marche qui s'est abstenu, qui a osé s'abstenir. Vous avez réussi à regarder tout ça. Alors, il semblerait que ce soit Jean-Michel Clément, mais j'y mets une petite réserve parce que c'est pas simple de savoir qui s'est abstenu, mais il y a une abstention chez République En Marche. Quel courage, quelle audace de la part d'un député d'En Marche. Ça, c'est l'embryon de la fronde anti. Voilà. Ah, ça commence par un député, puis ça peut peut-être, attention à la boule de neige. Frédéric Foschiani, un coup de com' uniquement ou pas? Au départ, pour reprendre juste les mots de France Insoumise, évidemment. Un coup de com' au départ, non. La volonté, elle est vraiment affichée et ça semblait partir dans le bon sens, sauf qu'effectivement, il y a eu des retours en arrière, des reculades. Mais du coup, ce qui semble apparaître, c'est que l'impact de cette loi pour le grand public ne fait pas ressortir le fond. Finalement, on parle assez peu du fond et de ce qui est contenu dans cette loi. Si je prends l'exemple justement des échanges sur les réseaux sociaux, là où vont s'exprimer le grand public au sujet de cette loi, on parle peu du contenu de la loi. En revanche, on va prendre le prétexte de cette loi pour parler d'autres sujets. On va continuer de critiquer des personnes qui sont peut-être critiquables, et la personne qui était dans la ligne de mire, c'était Michel Mercier. Donc on prend le prétexte de la loi sur la moralisation pour critiquer une personne qui aurait pas respecté ce qu'elle prêche aujourd'hui, et on prend l'opportunité également de cette loi pour critiquer le nouveau statut de la première dame, etc. Donc en fait, il y a un déport des sujets sur d'autres sujets, et au final, on ne parle pas du fond. Mais alors ça, c'est dû à quoi? C'est mal expliqué de la part de qui? Là encore, des médias ou du gouvernement? C'est dû au fait qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce en disant on va faire une grande loi sur la confiance, et en fait, comme souvent en France, au début, la montagne accouche d'une souris. La moralisation de la République. Après, il y a eu le recul, on l'a appelé la moralisation, très dangeuse par une moralisation politique. Pardon, juste une petite phrase. Il faut dire que cette loi a été votée au moment où même le retour, l'exfiltration de Richard Ferrand, de ministre à chef de groupe, a été abondamment commenté et même refusé. Parce que Richard Ferrand, quoi qu'on dise, il est sous le faisceau d'un certain nombre de soupçons d'enrichissement personnel ou je ne sais pas quoi. Et Emmanuel Macron l'a installé chef de groupe. Et ça, c'était un coup dur, c'était un coup de griffe dans cette volonté de moraliser la République. Il y a plus que ça, il y a eu François Bayrou. Vous parliez tout à l'heure du papa, mais le papa a dû démissionner pour des raisons qu'on peut discuter d'ailleurs, pour des soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Mais donc en fait, cette loi de moralisation, elle servait à quoi à l'origine? Oubliez, il y a quelques mois, on a eu l'affaire Fillon, Emmanuel Macron est élu, et là, il s'est fait élire sur un projet de moralisation, etc. Et on s'est dit, cette nouvelle majorité, c'est différent.
les gens sont nouveaux, ils ne sont pas pourris, et je ne dis pas que François Fillon était pourri, mais ils ne sont pas pourris, et donc ils vont moraliser la vie politique. Quelques semaines plus tard, affaire Bayrou, affaire Ferrand, affaire Pénicaud, et au bout du compte, l'objectif de cette loi, son principal problème en termes de com, je ne discute pas du fond, je suis assez d'accord sur le fait que c'est une mauvaise loi, mais voilà, en fait, son premier problème en termes de com, il est là, c'est-à-dire qu'elle devait montrer le renouveau. Elle a montré qu'en fait, la communication et les actes n'étaient pas en concordance. Ça, c'est une première chose désastreuse. Pardon, oui. Allez-y. Le deuxième point qui me semble assez important, c'est qu'au bout du compte, cette loi, pourquoi est-ce qu'on en a parlé? On en a parlé pour deux raisons. Premièrement, les renoncements. Ce que vous disiez bien, elle était en dessous des ambitions qui étaient au départ affichées, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose sur certains aspects, mais en tout cas on en a parlé quand on est revenu sur le casier judiciaire vierge, etc. Donc au bout du compte, c'est pas bon pour le gouvernement, et on en a parlé ces derniers jours. Pourquoi? Bien parce que, pour faire un peu de droit constitutionnel de base, pourquoi est-ce qu'il y a eu tant d'enjeux sur cette loi? Parce que c'est une loi organique. Pour qu'une loi organique soit votée sans l'accord du Sénat, il faut que vous ayez une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Pour avoir une majorité absolue. Contrairement à une loi ordinaire. Contrairement à une loi ordinaire. Donc il faut que vous arriviez à réunir sur cette loi la moitié stricte, c'est-à-dire 289 députés, ce qui est beaucoup, surtout quand beaucoup sont partis en vacances. Donc là, encore une fois, l'image est détestable. Ce qui n'a pas été le cas au final. Non, ils étaient là. Et même Jean-Luc Mélenchon a dû attendre avant de prendre des vacances. Ils étaient là, mais la communication, du coup, est assez détestable, parce que ça veut dire qu'on n'est pas capable de réunir de députés et on n'a pas de réelle majorité. Donc, du coup, la façon dont a été portée cette loi, qui à l'origine... Donc, message brouillé pour vous. Message brouillé et plutôt mauvais message pour le gouvernement. Et d'ailleurs, en fait, j'ai envie de dire, s'il y a une grande évolution depuis l'élection d'Emmanuel Macron en matière de moralisation de la vie publique, elle s'est imposée aux dépens du pouvoir. François Bayrou, Michel Mercier, il y a quelques jours, ils quittent leurs fonctions sur une simple enquête préliminaire. Donc, c'est les faits qui s'imposent maintenant en politique. La moralisation, dont on peut critiquer les excès, et en politique, elle est souvent excessive. Mais Michel Mercier devait être membre du Conseil constitutionnel. Il ne le sera pas uniquement sur une enquête préliminaire. Et c'est ça, pour moi, la vraie évolution. Et elle n'est pas dans la loi sur la confiance. Elle est de fait. Il n'y a pas besoin de la loi pour ça. Elle s'impose aux politiques. Et en plus de tous ces éléments qui ont été cités, en plus de tous ces éléments qui ont été cités par mes collègues, moi, je rappelle simplement que cette loi de moralisation ou de retour de la confiance, elle a été imposée à Emmanuel Macron. Ce n'était pas son choix premier. Rappelez-vous que pendant la campagne électorale, lui n'a pas parlé de moralisation de la vie. C'était le deal qu'il avait passé avec François. Il en parle dans sa campagne après le deal, effectivement. C'était le deal imposé, 1, par le ralliement de François Bayrou, 2, par l'énorme scandale provoqué par l'affaire Fillon. François Fillon. Donc il était obligé de réagir. Donc à la base, ça ne faisait pas partie de son ADN à Emmanuel Macron de moraliser la vie politique française. Bon, en tout cas, la loi est votée. Les députés, ça y est, ont pu partir en vacances après cette session extraordinaire très dense. Les membres du gouvernement et le président de la République également, ils sont partis pour la plupart d'entre eux. Ce n'est pas le cas. Quelques-uns ont dû faire quelques heures supplémentaires avec effectivement cette attaque d'hier, mais ont eu droit à leur congé après le Conseil des ministres. Alors, un peu de repos, mais très encadré. Il ne faut pas partir trop loin, pas trop longtemps. Il faut rester disponible au cas où. Pourquoi on a besoin de rappeler tout ça pour les ministres? Parce que les ministres ne sont pas embauchés en CDI à 35 heures ou 39 heures par semaine. Ils sont là pour exercer. Pourquoi le faire savoir aux Français? C'est la hantise de la vacance de pouvoir. La hantise de la vacance de pouvoir. C'est la moralisation de la vie politique. C'est la même chose. C'est-à-dire que la confiance est tellement rompue entre les Français et leurs politiques que les politiques se sentent obligés de donner un maximum de gages à leurs concitoyens de leur détermination à travailler, à être tout le temps présents aux affaires, etc. Et donc même pour leurs vacances, ils sont obligés de faire croire qu'ils ne vont pas... Allez, bon, ils vont partir en vacances parce qu'il faut qu'ils se reposent, qu'ils rechargent les batteries, mais pas totalement parce que quand on gouverne la République, on est toujours présent, on est toujours sur le pont. Donc c'est de la communication. Je ne suis pas sûr que ce soit de la moralisation, en fait. C'est un vieux dilemme qui s'est toujours posé aux ministres, enfin toujours posé en tout cas depuis un certain temps, qui est celui de est-ce que je suis un Français comme les autres? Et donc est-ce que je montre dans un objectif de pure communication que moi je pars en vacances alors que pour un ministre, partir en vacances, Muriel Pénicaud ne va pas partir en vacances avec ce qu'il attend à la rentrée.
elle va être au travail et qu'elle se trouve aux Bahamas ou qu'elle se trouve à Paris, elle travaillera parce qu'elle n'a pas le choix. Elle a un texte. En revanche, pour d'autres ministres, par exemple, la ministre des Sports, non, avec les JO. Mais quoi qu'il en soit, elle va être au boulot. Elle va être au boulot. Mais au championnat de rugby féminin. De rugby féminin. Mais pour les ministres qui n'ont pas de texte sur le plancher et qui n'ont pas de grosses missions d'urgence comme le ministère de l'Intérieur, eh bien, partir en vacances maintenant peut s'imposer ou pas, ça n'a pas réellement de sens. Donc il y a cette opposition entre d'un côté, je pars en vacances parce que je veux faire français comme les autres et que si je ne le fais pas, on va me reprocher d'être un extraterrestre et c'est pas bon pour la com. Et d'un autre côté, ne pas partir et d'un autre côté, si je pars en vacances, on va me reprocher de ne pas travailler. Donc en fait, c'est insoluble. Juste Frédéric Fioscani, pour une petite parenthèse, parce qu'on a eu pas mal de sujets sur LCI, on l'a fait aussi, mais dans la presse écrite, on montrait où les ministres partaient en vacances. Est-ce que ça intéresse? Est-ce qu'il y a des réactions sur les réseaux sociaux sur ça? En soi, le sujet est futile, on est d'accord, ça n'a strictement aucun intérêt. Sauf que, malgré tout, les gens en parlent. Et si on en parle, il y a un besoin de communiquer sur le sujet, où est-ce qu'ils partent en vacances, c'est à la fois pour rassurer sur le fait qu'ils restent disponibles et donc peuvent être de retour rapidement, mais également pour ne plus aller sur certains travers avec ce décalage entre les Français et peut-être une certaine élite, sur la façon dont ils passent leurs vacances. On a le souvenir de Jacques Chirac qui partait dans des îles paradisiaques, etc., des vacances de Nicolas Sarkozy, etc., des séances de chasse de Valéry Giscard d'Estaing, on peut remonter encore, etc. Aujourd'hui, on est dans une autre époque. Les Français, qui pour certains ne peuvent pas partir en vacances, ont du mal à boucler leur fin de mois. Mais est-ce que c'est pas démagogique à la fin, tout ça? Oui, mais malgré... Alors oui, il y a un fond de démagogie, mais ils ne peuvent pas faire ça. Moi, en faisant une recherche sur les vacances des ministres sur YouTube, j'ai retrouvé des images que je vous invite à revoir de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Alors, lui, il voulait absolument donner l'impression que même en étant en vacances, il était en train de travailler. Et on le filmait, manche courte, teint bronzé, entouré de dossiers, et il faisait semblant d'écrire et de regarder juste pour transmettre cette image que même en vacances, il s'occupait de la France. Donc cette obsession du travail pendant les vacances, moi je crois que ça vise à déculpabiliser ceux qui partent en vacances déjà, et puis après à donner l'impression qu'il n'y a pas de vacances de pouvoir et que les gens travaillent malgré la vacance au singulier. Juste, et alors par-delà de ça, puisque vous avez commencé à parler du président de la République, pourquoi est-ce que les toutes premières vacances du président de la République sont importantes à ce point-là? On se souvient effectivement des erreurs. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur, vous me direz, mais Nicolas Sarkozy en 2007, où il choisit la côte est des États-Unis, donc c'est assez chic. Ensuite, de François Hollande en 2012, ses premières vacances durent 3 semaines au fort de Brégançon. Et là, les images contrastent avec celles de Nicolas Sarkozy, ça n'a rien à voir. Là, c'est un président en maillot de bain, comme tout à chacun presque. Je pense que c'est deux sujets très différents, celle des ministres et du président, les vacances. Si vous voulez, les vacances du président de la République arrivent au moment où, généralement, commence à s'éteindre l'état de grâce. Et donc, où les images commencent à être marquées négativement. Donc très vite, en fait. Quelques mois après. Très vite, quelques mois après. C'est ce qui est arrivé. Alors, Nicolas Sarkozy peut-être excepté, qui était encore en période d'état de grâce, mais sinon, ça arrive à ce moment-là. Et donc, les images sont plutôt mal reçues, et généralement, elles renvoient l'image du président qu'on ne veut pas. Président des riches pour Nicolas Sarkozy, le président en tongs, normal, pour François Hollande. Pour Emmanuel Macron, c'est très très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il essaie de se poser en Jupiter. Or, on ne voit pas Jupiter en maillot de bain. Or, on ne voit pas Jupiter tout court. C'est-à-dire que Jupiter, il est dans ses nuages, il descend de temps en temps sur le Capitole, mais il n'est pas en vacances. Pourtant, il doit en prendre des vacances. Parce que, encore une fois, il faut montrer qu'on part en vacances quand même. Donc, pour Emmanuel Macron, il va s'agir, à mon avis, s'il veut vraiment faire Jupiter, de ne pas se montrer. Donc c'est cacher ces vacances qu'on ne veut pas voir finalement. Non, c'est-à-dire que les Français... en vacances, mais de montrer à la presse. Alors, les Français le savent, mais ne veulent pas forcément le voir. C'est à mon avis la principale raison pour laquelle il a choisi de passer l'essentiel de ses vacances à la Lanterne, dans le château de Versailles, qui est un des endroits les plus isolés des caméras, des paparazzi. On ne peut pas survoler en hélicoptère. On ne peut pas survoler, les murs sont très hauts, donc c'est vraiment un lieu ultra protégé. Alors il a fait dire qu'il prendrait quelques jours de vacances, qu'il ne dirait pas où, sous prétexte que pour des raisons de sécurité. La réalité, c'est ce que vous avez indiqué, c'est qu'ils font très attention. En fait, Emmanuel Macron a voulu, et il a plutôt bien réussi pour le moment, redonner à la fonction présidentielle tout son élan, toute son allure, toute sa grandeur.
on retrouve vraiment des allures de monarchie présidentielle. Et c'est vrai que sur une simple photo, imaginons qu'on voit Emmanuel et Brigitte Macron à la plage ou devant une piscine par une photo volée par paparazzi. Ça pourrait, sur une seule photo, comme ça a été le cas pour François Hollande en tongs sur la Côte d'Azur, photo c'est à ce moment-là qu'on date la chute de popularité de François Hollande. Sur une seule photo, l'image du président jupitérien pourrait s'effondrer. Et donc, du coup, ils vont être extrêmement prudents et montrer que le président, encore plus que les autres, est au travail, se prépare. Donc, tout intérêt à ce qu'il n'y ait aucune photo qui soit... Alors, aucune photo ne soit volée, mais le risque est le même sur les photos que le gouvernement pourrait communiquer, choisir de diffuser aux médias. Le risque est là, donc il faudrait qu'il joue à fond cette carte de ne rien diffuser, parce que le risque, quelle que soit la photo, c'est qu'elle soit interprétée de toute façon. Je précise juste pour Emmanuel Macron une chose, c'est que ces vacances vont être excessivement courtes. Elles vont durer une semaine, puisque dès le 20 août, donc dans 10 jours, il fait la tournée des capitales européennes pour proposer un projet pour l'Europe. Donc vraiment, ça va être très très court pour lui. Restez avec nous, la médiasphère continue. On se retrouve juste après le journal. On parlera notamment d'une escalade assez inquiétante entre les États-Unis et la Corée du Nord. A tout de suite. La deuxième partie de la médiasphère, Donald Trump a promis le feu et la colère à la Corée du Nord. L'escalade des mots peut-elle réellement mener au conflit nucléaire? Au sommaire également, la com d'Emmanuel Macron qui semble enrayée alors qu'elle était si bien huilée pendant la campagne. Que se passe-t-il? Nous parlerons enfin des dossiers chauds de la rentrée. Le gouvernement d'ailleurs a déjà commencé à déminer le terrain. Nos invités, on le rappelle avec nous, Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Rebonjour Frédéric Foscani, fondateur de QSN Digital, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Benjamin Morel est également avec nous. Bonjour, docteur en sciences politiques. Moustapha Tossa, journaliste et politologue. On commence donc par la crise entre les États-Unis et la Corée du Nord. Pyongyang entend procéder à des tirs de missiles sur l'île de Guam qui est rattachée aux États-Unis et la solution pacifique ne semble pas privilégiée. La Corée du Nord ferait mieux de ne pas menacer à nouveau les États-Unis, ou elle fera face au feu et à la colère dans des proportions que le monde n'a jamais connues. Kim Jong-un a dépassé les limites. La menace, donc, vous l'avez compris, est forte. Réponse du régime nord-coréen par la voix de la télévision officielle. Un dialogue sensé n'est pas possible avec un tel gars qui a perdu la raison. Seule la force absolue fonctionne avec lui. Frédéric Foscani, là on assiste à une brusque escalade verbale, ça peut aller loin. C'est un risque que ça aille loin. Là, on est sur la crise de Cuba, ça nous ramène un certain nombre d'années en arrière. Ça y ressemble beaucoup. En termes de communication, on a une montée en puissance. Alors, ce qui est surprenant, c'est que Donald Trump, qui d'habitude est très actif sur Twitter, n'a pas profité de cet outil pour agresser verbalement la Corée. Il l'a fait oralement. Alors, c'est peut-être une volonté aussi d'imprégner le message, parce qu'il diffuse tellement de tweets que finalement... ça aurait pu être noyé. Ça aurait pu être noyé et ça n'aurait pas eu le même impact. En revanche, il s'est fendu de 2 tweets après coup pour expliquer que son premier acte en tant que président avait été de restaurer la puissance nucléaire des États-Unis. Mais dans un deuxième tweet, il précise que, fort heureusement, il n'aura pas à s'en servir. Donc le message est là. En termes de communication, maintenant, il prend le relais sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai beaucoup aimé la une de Libération ce matin, où il y avait un montage photo, la tête du leader nord-coréen avec la perruque de Donald Trump. Donc il y a un mélange de 2 folies qui peuvent entraîner le monde dans le précipice. Mais alors, on peut être à la fois inquiet et ne pas être inquiet, parce que là on assiste à on est en train d'assister à une démonstration de testostérone entre 2 chefs, entre 2 coqs qui se défient. Et quand on voit tout ce qui a été dit et prononcé par Donald Trump par rapport à d'autres pays, par exemple comme l'Arabie Saoudite, pendant sa campagne électorale, il a dit des choses mais terribles
semble monstrueux sur l'Arabie Saoudite. Et une fois qu'il était chez eux, il a complètement changé de discours. On ne reconnaît plus le Donald Trump qui menaçait. Et donc on est là, et on se demande est-ce que c'est pas uniquement du verbiage, de la menace verbale politique, mais sans jamais... Sauf que c'est extrêmement dangereux avec un pays avec lequel on n'a plus de relations diplomatiques. Alors, et ironie de l'histoire, c'est que le calme en ce moment et l'apaisement entre les deux hommes, ça se tient sur deux niveaux différents. Pour le Nord-Coréen, c'est la Chine qui doit le calmer. Et pour Barack Obama, ce sont ses propres collaborateurs, que sont Tillerson aux affaires étrangères et Mattis à la défense. Et donc, on est là vraiment dans un monde, dans une séquence où on peut être inquiet, épouvanté par ce que ça peut être, mais on peut être aussi rassuré pour dire que c'est beaucoup plus de la comédie, de la commedia dell'arte. Alors, c'est la comédie, on montre ses muscles. Si vous voulez, il faut comprendre que pour l'un comme pour l'autre, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on assiste à cette tension avec la Corée du Nord, mais également avec Cuba? Eh bien parce qu'en fait, Donald Trump est affaibli. Il est affaibli en interne. Il a échoué sur l'Obamacare. Il est très affaibli par quelque chose dont on parle assez peu, mais qui est extrêmement important, une réforme fiscale qu'il avait promis, qui était plutôt intelligente, inspirée par Paul Ryan pendant la campagne, qu'il a totalement remodelée pour en faire grosso modo une réforme fiscale qui baisse les impôts des riches et qui donc frustre son propre électorat. Il est dans une position de faiblesse. Quand vous êtes dans une position de faiblesse, souvenez-vous du 11 septembre et de George W. Bush, ce qui peut vous arriver de mieux, c'est une petite guerre. Et donc, pour Donald Trump, montrer des muscles, montrer sa capacité de coq viril à faire face à un ennemi lointain qui apparaît à la fois très menaçant, mais en même temps qui n'enverra pas de bombe sur Los Angeles, c'est plutôt bien. Pour Kim Jong-un, on est dans une configuration qui est différente, mais pas si éloignée que ça. C'est-à-dire le régime nord-coréen, ce n'est pas un leader et toute une assemblée au garde à vous. Ça, c'est les images qu'il renvoie. Mais en fait, ce sont des courants, des intérêts militaires derrière, des différentes factions qui luttent avec une faction radicale auquel il faut également savoir donner des gages. Kim Jong-un, qui prend la suite d'une longue lignée de leaders communistes dont il est le fils, mais dont il pouvait apparaître à l'origine comme le plus modéré et le plus occidentalisé, doit donner des gages à cette ligne dure. Alors, si on vous comprend, guerre des mots qui ne va pas donner lieu vraisemblablement à une guerre tout court. Non, moi je pense qu'on ne peut pas préjuger de ce qui va arriver. Vous êtes plus inquiet. Il y a un vrai risque de guerre et d'embrasement dans la région. Il y a un risque, mais on est au stade pour l'instant de la communication, visiblement. Bien sûr, on est au stade de la communication. Alors déjà, la prise de parole de Donald Trump, elle est dramatique, notamment parce qu'elle arrive au lendemain d'une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies où les 15 membres, dont les 5 permanents, même la Chine, ont adopté de concert des mesures de sanctions contre la Corée du Nord. Et c'est quand même dramatique que Donald Trump, à nouveau, contre le multilatéralisme, contre des accords internationaux, veuille il est seul. Et c'est pourquoi, depuis, l'Union européenne, la Chine, le Japon, on tente de désescalade. Il ne faut pas oublier que Trump, il est déjà intervenu une fois en Syrie. Au lendemain d'un bombardement aux armes chimiques, il a fait bombarder un camp de Daesh sans prévenir personne, sans annoncer la scène. Donc, il va vouloir... Et il y a des psychologues... C'était un camp d'artillerie du régime syrien. Oui, pardon, du régime syrien. Mais il est tout à fait capable de passer aux actes, c'est-à-dire que très concrètement, il est capable... En fait, il a une pathologie, c'est pas moi qui le dis, c'est des observateurs, notamment médicaux, qui le disent. Il a les caractéristiques d'un pervers narcissique qui a besoin, pour se rassurer lui-même, pour exister, pour pouvoir gérer ses passions qui sont malheureusement terribles en lui, de passer parfois à l'action. Donc non, incontrôlable. Il est incontrôlable. Et hier, à l'Assemblée nationale française, il y a un député qui a interrogé Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ce soir, qu'allez-vous faire? Et la réponse du ministre était, elle était malheureusement désemparée et décevante, parce que qui peut aujourd'hui avoir une influence sur Donald Trump? Malheureusement personne. Donc le risque est très grand. Et j'aimerais donner un autre exemple. Là aussi, Emmanuel Macron, que peut-il faire? Je me souviens, on est au mois d'août 2008, il y a eu une affaire très très dangereuse entre la Russie et la Géorgie. Et Nicolas Sarkozy était intervenu de façon extrêmement efficace pour proposer une médiation
qui avait d'ailleurs marché sur le coup, qui avait même gêné beaucoup Poutine, mais finalement il l'avait accepté. Est-ce qu'aujourd'hui, un Emmanuel Macron, l'Union européenne, la Chine pourraient retenir Donald Trump d'aller trop loin? Malheureusement, on peut en douter. Simplement, juste pour rappeler une chose, c'est que Michel Taube, il fait allusion à la décision sanguine, entre guillemets, ou apparemment sanguine, de bombarder l'aéroport syrien après l'attaque chimique. Mais il ne faut pas oublier qu'après enquête, on a su que les Américains avaient prévenu les Russes et qu'il fallait vider l'aéroport et que c'était vraiment une démonstration, j'allais dire, une balle à blanc. C'était même pas... Alors, bombarder la Syrie, c'est une chose, mais bombarder la Corée du Nord, c'est une autre affaire, c'est une autre paire de manches. Je crois pas que... C'est ça, je ne veux pas psychologiser Donald Trump. Et en effet, l'affaire syrienne était en fait assez calculée, notamment avec Poutine. Les deux ont gagné au bout du compte. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est quel pourrait être, si on est réaliste en termes de relations internationales, quel peut être le coût d'une guerre pour l'un et pour l'autre. Pour la Corée du Nord, c'est probablement la fin du régime, d'une façon ou d'une autre. Pour les Américains, comme vous le disiez très bien, la Syrie, c'est pas la Corée du Nord. Ils ont des armes nucléaires qui ne pourront peut-être pas envoyer sur Los Angeles ou New York, mais qui peuvent être utilisées non dans un objectif stratégique, mais dans un objectif tactique. C'est-à-dire que sur le terrain, les troupes américaines peuvent avoir à subir ces armes nucléaires. Et donc le coût humain, que ne sont pas prêts à payer les États-Unis pour libérer la Corée du Nord, le coût humain serait très important. Donc pour Donald Trump, ce ne serait pas comme envahir l'Irak de Saddam Hussein ou la Syrie de Bachar el-Assad. Donc c'est assez dangereux. Par ailleurs, il y a un point qui, quand même, doit être souligné, que vous avez un peu souligné tout à l'heure, c'est que ça se situe dans une région qui est explosive. Les tensions entre la Chine et le Japon en mer de Chine sont aujourd'hui au plus haut. Et donc, si on devait avoir une coalition américaine qui envahisse la Corée du Nord, qui est à la frontière de la Chine, Pékin, qui pour l'instant fait pression sur la Corée du Nord parce qu'elle ne veut pas ça, Pékin réagirait probablement parce qu'elle n'a pas non plus intérêt à un drapeau américain qui flotte sur Pyongyang. Donc il y a un danger d'embrasement et tous les acteurs de la région vont tout faire pour que ça n'aille pas plus loin. Visiblement, tout le monde, effectivement, en est conscient. On va parler d'une petite remise en cause. En tout cas, on réfléchit pas mal en tant que journaliste. Vous savez qu'hier, une voiture a renversé des militaires de l'opération Sentinelle. On a évidemment beaucoup traité l'information, quel que soit le média, que ce soit la presse écrite, radio ou télé, hier, mais encore aujourd'hui pour les suites de cette information. C'est difficile à traiter au début, on n'a pas toutes les informations, elles nous arrivent au compte-gouttes, mais on est obligé de la traiter. Est-ce qu'on peut passer à côté? On ne peut pas passer à côté, mais il y a un autre phénomène que je voulais souligner, c'est qui est malheureusement bien triste, c'est la banalisation de ces faits. C'est-à-dire que la répétition incessante de faits, d'actes terroristes, qu'on peut appeler comme tels, mais pour moi ce sont clairement des actes terroristes, leur répétition crée un phénomène de banalisation et contribue aussi malheureusement à la responsabilisation des pouvoirs publics et des médias pour traiter avec plus de mesure ces faits-là. Parce qu'on est obligé de vivre avec, et j'aimerais donner quand même un fait, prenons le tourisme. Les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan ont fait refluer les touristes et Paris et la France ont perdu énormément de visiteurs. Or, ces touristes sont de retour. Oui. Ils sont de retour et on peut penser, j'en parlais d'un responsable de l'Office de tourisme de Paris qui disait il semblerait que vraiment le retour soit massif, soit très important et qu'il soit durable. Donc c'est cela aussi la banalisation de cette époque d'accoutumance à des actes terroristes, c'est qu'en fait il y a une banalisation, une tragique banalisation, mais qui fait qu'en même temps, il y a une responsabilisation et un traitement de moins en moins spectaculaire de ces faits pour pouvoir vivre avec, parce qu'il faut bien vivre avec. Est-ce que le traitement est différent dans les médias dits traditionnels et dans les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a une vraie différence ou de moins en moins? Alors, le traitement différent, tout dépend aussi de l'événement. Il est certain qu'un événement comme le Bataclan, là, l'écho n'est pas le même qu'une voiture, malheureusement, qui va faucher 3 ou 6 personnes, d'autant plus qu'on ne sait pas forcément, la décision n'a pas encore été prise de dire s'il s'agit d'un attentat ou de l'acte d'un déséquilibré. Sur les médias sociaux, la reprise des événements, elle suit, je dirais, on voit bien que ce que disent les gens, c'est que de toute façon, la vie continue.
Il faut pas s'arrêter, donc on ne va pas s'arrêter de vivre à cause de ces événements tragiques. Donc effectivement, le tourisme reprend, mais des événements comme on le vit, comme on l'a vécu hier, ça arrive en Angleterre, malheureusement, ça arrive en Allemagne, ça arrive dans toutes les grandes, dans toutes les grandes villes, mais malheureusement, c'est un risque dans de grandes villes en Europe et ailleurs dans le monde. On voit bien que la façon dont les personnes s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est qu'effectivement, on ne va pas s'arrêter de vivre. C'est aussi une façon d'exprimer sa révolte contre ce genre d'actes. Oui, donc il y a nécessité, obligation indispensable de doser le traitement. Parce que le traitement de ces événements-là, si ils sont spectaculaires, ils installeront une humeur, ils installeront une atmosphère sur le plan économique. Michel Taub avait parlé du tourisme. Évidemment, les touristes, soit à l'international, s'ils voient qu'il y a des événements qui arrivent de manière aussi fréquente à Paris, réfléchiraient à deux fois avant de venir à Paris. Et puis, ils installeront aussi une peur de la consommation. Les gens ne vont plus pouvoir sortir. Et ça. Donc, je pense qu'on a passé ce cap. On a passé ce cap parce qu'il y a eu des attentats à la Tour Eiffel, qui est quand même le lieu le plus touristique de France et même du monde, je crois. Et ben, ça n'a pas empêché que les touristes continuent à venir. Donc, je pense qu'on a heureusement passé ce cap. On vit avec le terrorisme. Le terrorisme, c'est vraiment universalisé. Il n'y a quasiment plus de pays Michel, mais quand on pose la question, par exemple, quand on pose, depuis les attentats de Charlie Hebdo, quand on pose la question aux gens autour de nous, est-ce qu'ils sortent comme avant? Est-ce qu'ils vivent comme avant? Est-ce qu'ils consomment comme avant? Tous disent non. Tous disent qu'effectivement, à un moment ou à un autre, ils ont subi de plein fouet cette atmosphère terrorisante. Paris est une fête et Paris reste une fête. Et c'est pas que de la communication, c'est vraiment le cas de beaucoup de Parisiens qui, encore une fois, ont intériorisé maintenant le risque. Qui ont quelque chose maintenant en tête. Différemment. Et je pense que là, on touche quelque chose de profond. C'est-à-dire qu'on fait comme avant, mais on n'est pas tout à fait comme avant. Et pour faire un parallèle historique qui, au départ, peut paraître bancal, il y a un livre très intéressant qui est paru il y a quelques années sur l'opinion allemande durant le nazisme et juste avant le nazisme. Qu'est-ce qui a fait d'un des peuples les plus civilisés du monde un peuple qui s'est comporté de façon barbare? Et en fait, c'est l'intériorisation de la violence. Avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a les jeunesses communistes du KPD et les SA du Parti national-socialiste qui se battent entre elles dans la rue. La violence devient quelque chose de quotidien. Vous sortez, vous savez que vous pouvez vous faire tabasser. Et au bout du compte, l'opinion publique qui, au départ, trouve ça totalement indigne, finit par s'habituer. Et parce qu'elle s'habitue, la violence rentre dans les mœurs. Et donc, le fait de s'habituer, on se dit, c'est bien, on est résilient, au bout du compte, il y a des attentats, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas grave. Non, on s'habitue, et en s'habituant, en acceptant cette violence, eh bien, on se convertit d'une certaine façon également à cette violence. Donc, il y a un danger pour nous, pour notre démocratie, qui, à mon avis, ne doit pas être négligé, et il ne faut pas s'habituer. Et donc, est-ce que, ça revient à ma question, est-ce que, alors, je ne vais pas minimiser, mais pour la moindre tentative d'attentat, il faut forcément la traiter? Il faut forcément la traiter, parce que c'est un peu ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous ne la traitez pas, vous faites le jeu des complotistes, et donc d'une violence qui est refoulée et qui va ressortir, et ensuite, la question c'est quelle est la frontière entre la communication, la propagande, et de l'autre, l'information. Ne pas traiter une tentative d'attentat, c'est appréhender la façon dont va être reçue l'information et anticiper le fait que cette information peut produire des conséquences sociales dommageables. Qui sont les médias ou qui sont les politiques pour juger de ça? En faisant ça, on filtre l'information et on donne au bout du compte, on entraîne un risque politique important. Comment la traiter sans tomber dans le piège des organisations terroristes? Par exemple, moi tout à l'heure je disais, première partie de cette émission, qu'il y a une tendance, la nature de la couverture des chaînes d'information continue des réseaux sociaux, et c'est de donner, entre guillemets, involontairement, un statut d'héros à ces gens qui commettent ces attentats. Et comment, justement, sortir de ce cycle sans encourager des mythes, sans susciter des vocations, sans, justement, jeter du positif. Il y a des solutions à ça, en ne donnant pas le nom de la personne, en ne montrant pas sa photo. Est-ce qu'on le fait? Oui, par exemple, je parle sous votre contrôle, mais je pense que sur LCI, on n'a pas vu le nom de la personne qui a été interpellée hier. Mais alors, si on ne le fait pas, nous, par exemple, si on ne le fait pas, mais on le retrouve sur les réseaux sociaux. Et il y aura la théorie du complot. Alors voilà, c'est le risque, c'est de toute façon,
on ne pourra pas empêcher que ce soit diffusé par certains individus de façon épars, notamment sur les réseaux sociaux, voire même peut-être que certains journaux, certains médias décident de le diffuser et pas d'autres. Après, ce qui est important, c'est de le traiter, parce que le traiter, ça va être important de le traiter avec malgré tout peut-être parfois certains filtres qui peuvent être nécessaires pour respecter l'enquête, etc. Donc on ne va pas forcément parler de censure, mais il est important de faire aussi savoir dans sa communication qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à un instant T. C'est-à-dire un traitement éditorialisé, en fait. Absolument, il faut prendre du recul, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut savoir prendre du recul, analyser les faits, faire passer le message, mais faire passer également le message sur ce que l'on peut dire et ce que l'on ne peut pas dire à ce moment précis, pour éviter les dérapages que l'on a pu connaître lors des premiers attentats, justement, où on était dans cette course effrénée à l'événementiel, où on allait donner toutes les informations en parlant au téléphone avec la personne qui était cloîtrée dans... Si vous voulez, il y a deux choses. La première chose, c'est est-ce qu'il faut donner toutes les informations à l'instant T? La réponse est non, parce qu'en effet, ça pose un certain nombre de dangers. On se souvient de l'hypermarché Cacher. Et d'un autre côté, est-ce qu'il faut donner toutes les informations? Là, je crois que oui, sinon on fait le jeu des complotistes. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on doit traiter les choses? La façon dont on le fait ici, je ne vais pas nous lancer des fleurs, est une façon intelligente. Quand vous suivez, caméra embarquée, le terroriste, que vous faites sa biographie tous les quarts d'heure sur une chaîne d'infos, là, c'est une façon où vous héroïsez le terroriste et vous n'apportez rien à l'intelligence publique. Donc, faire des émissions d'analyse, oui. Héroïser et faire de l'événementiel, ça c'est dangereux et ça a des effets pervers. On voit bien justement sur les termes utilisés hier, où on ne parlait pas d'attentat mais d'incident, il y a cette volonté de ne pas héroïser justement. La personne. On va parler maintenant de la communication du gouvernement et de la présidence. Ce qui étonne, c'est quand même le décalage qui existe entre ce qui se passait pendant la campagne présidentielle et aujourd'hui. Pendant la campagne, on va juste se rappeler un moment fort. Par exemple, on en a choisi un parmi tant d'autres, mais celui-ci, c'était pendant l'entre-deux tours. Et c'est vrai qu'on a vu là, alors vous allez me corriger si vous n'êtes pas d'accord, moi je dirais qu'Emmanuel Macron était un champion de la communication. Exemple, ce qui s'est passé là, dans l'entre-deux tours à Whirlpool. La séquence commence le matin où il est clairement, sèchement battu par Marine Le Pen, où elle débarque comme ça, à l'improviste sur le lieu, lui, où il était. Et il arrive à retourner la situation à son avantage. À la fin de la journée, c'est lui finalement qui a gagné la séquence. Là, il était extrêmement fort. Oui, on se rappelle, il avait fait preuve d'un courage physique. C'était il avait été au milieu des salariés. C'était le chaudron. Ouais. Et le chaudron qui était chauffé par le Front National et Marine Le Pen. Donc lui, à ce moment-là, c'était le Emmanuel Macron politique. C'était l'homme qui allait au contact, qui n'avait pas les recettes magiques pour sortir cette entreprise de la crise, mais qui faisait de la politique. Le Emmanuel Macron de maintenant n'a rien à voir avec ce profil-là. Et c'est là la rupture, et c'est là la déception. Et d'ailleurs, cet exemple est très important, parce que l'entre-deux tours avait très très mal commencé. Le soir du premier tour, il s'était retrouvé dans à la Rotonde, un grand café parisien, comme s'il avait déjà gagné le deuxième tour. Le deuxième tour avait très très mal commencé. Et effectivement, ça date de ce matin-là, la reprise Il y a eu quelques jours, il n'était pas là, il y a eu la Rotonde, il n'était pas là. Mais qu'est-ce qu'il a dit le matin? Ce matin même, il a une discussion très franche avec son équipe, et il a reproché à son équipe de l'avoir trop enfermé des réalités et d'avoir failli lui faire rater la nécessité d'aller directement au contact. Et comme le dit Moustapha Tossa, là maintenant, quelques mois après, manifestement, le président de la République, comme tous les présidents de la République, est en train de se couper des réalités, de mettre des barrières entre lui et le monde réel. Une cour qui l'entoure, une protection rapprochée qui est considérable, et du coup il commence à se déconnecter des réalités, et donc sa capacité d'écoute et de réactivité qu'il a en lui et qui l'a amené à la victoire, est considérablement entachée et l'amène à commettre des erreurs de communication dont Mais est-ce que ce n'est pas tout simplement la réalité du pouvoir? Il est un peu comme Nicolas Sarkozy. Alors, ce qui est plutôt étonnant, étant donné qu'il n'en avait jamais fait avant, c'est plutôt un bon homme politique. C'est un homme d'État, du point de vue de la com, beaucoup plus discutable. C'est-à-dire, il s'est voulu Jupiter, mais il nous a fait du Jupiter en maillot de bain, du Jupiter en Top Gun, du Jupiter avec Rihanna, et tout ça, ça ne fait pas très Jupiter. Donc, cette capacité à endosser l'habit, le costume présidentiel, il l'a en grande partie perdu dans une politique de communication à la Obama, seulement la France et pas les États-Unis, qui l'a même beaucoup desservi parce que ça a brisé cette image
qu'il avait voulu construire. Et c'est très grave pour lui, pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, du point de vue des idées, il est minoritaire. Vous faites un produit en croix avec son résultat du premier tour à la présidentielle et aux législatives, ça ne fait jamais que 15% des inscrits. C'est pas de sa faute. Aujourd'hui, tous les courants politiques, avec l'explosion des clivages, sont minoritaires, pèsent entre 15 et 20%. Donc sa base politique, idéologique est très limitée. Pourquoi ça tenait jusqu'à présent ? Grâce à la com. Seulement cette com, dès lors que vous brisez le moule qui a permis de dire je redore le blason présidentiel, eh bien tout ça s'effondre et donc vous retombez. Alors effectivement, il y a les couacs, on va les rappeler, notamment il y a eu les APL, la démission du général de Villiers, le revirement sur le statut de la première dame, et du côté d'En Marche, eh bien on reconnaît peut-être un manque de pédagogie. Il ne renonce pas à une promesse de campagne. L'enjeu, c'était tout simplement d'avoir enfin une transparence sur l'argent public qui est utilisé. Là, on voit quoi ? On voit un peu une instrumentalisation du sujet. Et je pense qu'il est nécessaire, et c'est pour ça que je vois d'un bon œil la communication de l'Élysée à ce sujet, qu'on précise en fait ce qui en est. La presse, c'est en effet le rôle de la majorité, à mon avis, peut-être de communiquer plus et d'expliquer mieux ce qu'on est en train de faire, et notamment les réformes qui sont menées. C'est pour ça qu'il faut faire de la communication et de la pédagogie. Il faut communiquer sur le sujet. Plus de pédagogie, plus de communication, à chaque fois, ce serait ça la solution ? Alors, plus de communication, mais peut-être aussi plus d'une meilleure communication. Aujourd'hui, on a le sentiment que dans cette équipe gouvernementale, en dehors du président omnipotent finalement, il n'a pas le soutien derrière. Il n'a pas les équipes qui, habituellement, sont chargées d'aller au feu, d'aller porter la parole. La parole est centralisée, elle est limitée à quelques personnes au sein du gouvernement, qui parfois, en plus, ces personnes-là, celles qui sont habilitées à prendre la parole, parce que certains ne sont pas autorisés, mais parmi celles qui sont autorisées, celles-là même vont commettre des bourdes terribles en termes de communication. Et donc, du coup, en termes d'image, la communication, il y a des tentatives, mais ça n'est pas la bonne. Ouais. Moi, je rappelle simplement qu'il faut le dire, Emmanuel Macron a gagné la présidentielle, non pas parce qu'il avait la meilleure offre politique pour les Français, mais parce qu'il était le meilleur communicateur. Et d'ailleurs, ça s'est décidé sur beaucoup de choses. Et j'imagine qu'en ce moment, depuis un certain temps, il y a un débat autour de lui, comment sortir de la séquence candidat et endosser l'habit présidentiel. Moi, je crois que jusqu'à présent, d'après les indications qu'on a vues, le rapport avec les journalistes, le fait qu'il ne veut pas faire de conférences de presse, ou même quand il les fait, ils sont superbement encadrés, cette hauteur qu'il prend par rapport aux médias, je crois que l'école qui veut l'enfermer dans la stratégie du bocal a gagné. Mais est-ce que c'est la bonne ? Est-ce qu'elle va durer ? On a cru comprendre qu'il y allait avoir des changements à la rentrée. Il est au quotidien avec des Français, avec des journalistes, et il répond aux questions, mais c'est vrai qu'il est sorti du schéma classique de la grande conférence de presse. Aujourd'hui, il s'interroge aussi pour trouver une façon peut-être différente à la rentrée de communiquer avec les Français. Vu que vous évoquiez les sondages précédemment, moi j'ai vu que les sondages, je trouvais que cette communication-là n'était pas forcément mauvaise, cette parole rare. Mais je sais aussi que les éditorialistes sont un peu impatients. Donc entre les deux, il faudra à la rentrée trouver le juste équilibre. Le juste équilibre, ça veut dire que ça va changer, non ? Il y a une personne qui souhaite que ça change, c'est Christophe Castaner. Parce qu'alors c'est lui qui a essuyé toutes les pressions médiatiques, puisqu'il est quasiment le seul habilité à répondre aux médias, et il l'a avoué dans plusieurs émissions, il est épuisé, parce que toute la communication va sur lui. Et donc lui-même est demandeur. Il était partout avant. Absolument, donc c'est lui qui est demandeur d'une redistribution des rôles sur plusieurs personnes. Le départ de François Bayrou a été décisif dans la communication gouvernementale. François Bayrou, s'il était resté ministre, il aurait partagé avec Emmanuel Macron, plus encore qu'avec Édouard Philippe, le rôle de commentateur des décisions gouvernementales. Mais là, il n'y a quasiment plus personne. On a au gouvernement, à part Bruno Le Maire, qui est un vrai politique, on a surtout des techniciens qui sont au gouvernement. Je donne un exemple. Il y a eu 5 interviews depuis une semaine de ministres de la République dans des grands quotidiens pour expliquer ce qu'a été la rentrée. Qui en a parlé ? Qui les a relayés ? C'est parce qu'on a des ministres qui ne sont pas audibles médiatiquement. Mais au final, qui c'est qui a voulu cela ? C'est le président de la République. Le président de la République, l'erreur selon moi majeure qu'il a faite, c'est que non seulement il a décidé de ne pas s'exprimer, donc on l'a très très peu entendu, à part le discours à Versailles, qui a été d'ailleurs considéré comme beaucoup trop stratosphérique et philosophique et pas assez concret.
il a décidé de peu parler, mais il est omniprésent médiatiquement. En termes d'image, il est omniprésent. Et c'est la combinaison des deux qui suscite chez les Français un soupçon de hyper-communication et pas de prise de décision et encore moins de pédagogie des décisions. Et moi, je tiens de là la chute dans les sondages. C'est que les Français ne veulent pas d'image. Ils ne veulent pas de quelqu'un qui se met en scène, ils veulent de quelqu'un qui gouverne et qui explique ce qu'il fait. Et quand j'ai dit stratégie du bocal, c'est ça en fait. C'est qu'on a un Emmanuel Macron sur les écrans de télévision, on le voit partout, mais il n'y a pas de son. Et ça pose deux problèmes. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Ça pose deux problèmes fondamentaux. D'abord parce que vous avez des messages qui passent mais qui apparaissent vides et qui apparaissent en effet comme de la manipulation. Quand vous voyez Emmanuel Macron habillé en Top Gun, qu'est-ce qu'il veut me dire en fait? Quel est le message? Est-ce qu'il ne chercherait pas un peu à manipuler? Donc ça renvoie, je rajoute à ça Télé Macron, l'idée que tout ça c'est que de la com et que le fond n'est pas présent. Et ensuite, quand on regarde ça en comparaison avec le fond, on voit qu'il y a une dissonance assez grave. Notamment sur toutes ces images qui ont été tournées avec Emmanuel Macron en treillis, Emmanuel Macron qui saute d'un hélicoptère, Emmanuel Macron qui est dans un sous-marin, et en même temps l'affaire de Villiers, en même temps la baisse du budget de la défense, etc. Tout ça fait qu'en fait, il y a à la fois un message qui apparaît vide et un message qui apparaît dissonant. La conjonction de ça donne une impression de manipulation, et ça, c'est très très mauvais. Et là où on voit que c'est grave, c'est que en fait, on n'est pas encore entré dans le dur. Et c'est ça qui est très très grave pour le gouvernement. Les réformes ne sont pas encore arrivées, ou alors des réformettes, voire qui ressemblent plutôt à des couacs qu'à des réformes, comme les APL. Celles qui font mal encore. Et donc voilà, là, on a une baisse dans les sondages, alors que par rapport à Jacques Chirac en 1995, qui lui avait commencé à penser et à annoncer des réformes dures, eh bien là, on n'a encore rien de concret. Alors, effectivement, pour la rentrée, ils annoncent que des choses vont changer en termes de communication. On a entendu parler qu'il envisageait peut-être d'utiliser Facebook Live pour communiquer. Là, on se pose la question, parce que plutôt que de se préoccuper de l'outil, est-ce qu'il n'est pas plus important de se préoccuper du fond du message? Encore une fois, Facebook Live, pour s'adresser à qui? Est-ce que c'est volontaire d'aller cibler qui est-ce qu'on veut cibler en utilisant cet outil-là? Et ça n'est qu'un outil. Et c'est un outil, s'il est mal utilisé, qui peut aller à l'inverse de l'effet recherché. Ça a déjà été le cas pour des politiques précédentes. Il y a un précédent. Si Emmanuel Macron décide de s'adresser rituellement en créant sa propre chaîne YouTube ou en s'exprimant sur Facebook Live, il y a un précédent qu'il faut lui rappeler. C'est Laurent Fabius, quand il était Premier ministre, et je crois que c'était sur TF1, où il avait instauré avec Jean Lanzy, si je me souviens bien, un rituel de répondre une fois par mois ou une fois par semaine à des questions qui étaient très préparées. Ça faisait « je vais expliquer moi-même la politique du gouvernement » et l'effet avait été catastrophique. Le risque aussi, c'est qu'il se trumpéise, entre guillemets, puisque Trump vient de lancer sa chaîne vidéo pour faire passer son message de la même façon. Il se fait adresser 2 fois par jour, apparemment, par des équipes en interne, que des contenus diffusés qui parlent de lui au sein des médias, sur les réseaux sociaux, mais de façon positive pour se rassurer, mais également qu'il va pouvoir diffuser, disséminer auprès des médias. Attention à ne pas tomber dans ce travers-là. Il y a aussi un phénomène qu'il faut dire, c'est qu'on assiste depuis un certain temps à une personnalisation extrême du pouvoir. C'est que En Marche, ce fameux parti qui a réussi à faire entrer une majorité absolue au Parlement, ce n'est qu'un homme, c'est Emmanuel Macron, ce n'est rien d'autre. Et quand on dit des problèmes de communication, il n'est pas aidé non plus par le Premier ministre. Le Premier ministre Édouard Philippe est quelqu'un qui, c'est peut-être un bon technicien, c'est peut-être un homme de grande valeur, mais dans le poste où il est, on l'entend pas et on ne le voit même pas. Mais comment vous expliquez ça alors qu'il a une grande présence médiatique, Édouard Philippe, encore ces derniers jours? Et on a l'impression, alors c'est la stratégie inverse du président de la République. Lui, il est presque omniprésent médiatiquement, mais dans les sondages, c'est la même chose, ça chute pareil, ça code de popularité. Il a été choisi pour ça, il a été choisi pour être un techno transparent. Alors, c'est pas lui faire outrage, c'est quelqu'un de très intelligent, mais c'est pas quelqu'un qui, en fait, a de la, je dirais, de la chair, de la chair politique. Du charisme. Au-delà du charisme, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui représente quelque chose. On avait le même problème avec Jean-Marc Ayrault. Manuel Valls, en revanche, son prédécesseur à quelques mois, était quelqu'un qui était déjà identifié. Au risque d'être plus clivant. Au risque d'être plus clivant, mais qui avait tout de même une chair et qui pouvait contrebalancer une image du président de la République qui apparaissait
plus retiré, dirons-nous. Voilà. Donc tout ça pour voilà. Ensuite, j'aimerais revenir sur cette question des web TV et de ce que pourrait faire Emmanuel Macron ou pas. Il y a un danger à ça, et je dirais même une illusion que partagent avec lui beaucoup de dirigeants occidentaux, dont Donald Trump, qui est de confondre information et communication. C'est-à-dire que lorsque vous faites une interview sur LCI, sur l'une des chaînes concurrentes ou dans Le Monde, vous vous adressez à un public large, y compris à des gens qui ne sont pas convaincus par vous. En revanche, lorsque vous faites une web TV, lorsque vous faites, on a même un cahier de vacances Emmanuel Macron, lorsque vous faites un cahier de vacances Emmanuel Macron, vous vous adressez à des convaincus, des gens qui de toute façon voteront pour vous. Et donc là, il y a un danger, c'est-à-dire il y a un danger d'autisme et de ne s'adresser qu'à son propre électorat et donc de se couper d'une partie de la population. Et n'oublions pas justement que son élection repose sur un taux d'abstention historique, et aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, ces abstentionnistes s'expriment parce qu'ils sont extrêmement en attente, justement. Ce ne sont pas les partisans qui s'expriment essentiellement, ils ne sont pas suffisamment nombreux pour relayer le message. En revanche, il y a un écho qui se fait beaucoup plus important de la part de contradicteurs. Après, il faut quand même nuancer tout cela. Jupiter a pour lui la constitution de la Ve République qui aujourd'hui lui donne quasiment tous les pouvoirs. Parce que comme il a une majorité absolue qui est à ses ordres, tous savent ce qu'ils lui doivent, et du coup ils sont quand même plutôt dociles et dans la dynamique d'Emmanuel Macron, et ils justifieront et ils défendront Emmanuel Macron encore un certain temps. Donc pendant 2 ans, jusqu'au prochain échéance électorale. Non, bien sûr, mais le président de la République n'a pas non plus l'obligation d'être constamment à regarder les sondages, puisqu'encore une fois, il a aujourd'hui quasiment tous les pouvoirs. Et puis rappelez-vous cette phrase maladroite qui a été prononcée, je ne sais pas, par l'entourage d'Emmanuel Macron, quand on a dit pourquoi Emmanuel Macron ne se prête pas au jeu de la conférence de presse, de l'interview. Il avait dit que la pensée du président était trop complexe. Complexe pour les journalistes. Mais moi j'ai peur qu'à force de triturer ce problème de communication, on en arrive à avoir un Emmanuel Macron qui adresse des discours à la nation, qui communique avec la nation uniquement à travers les discours. Et ça serait la plus mortelle des erreurs de communication pour un président qui veut être en phase et en empathie avec les Français et leurs problèmes. Alors vous parliez des actes et de l'action. La com, on l'a vu, est aussi importante pour préparer la rentrée. Rentrée assez chargée avec donc la loi travail, il y aura le budget à préparer, il y aura aussi une rentrée au niveau scolaire, une rentrée scolaire avec, vous savez, cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron de diviser les classes dans les zones sensibles qui sera peut-être pas forcément tenue. On parle de rentrée chargée, mais en règle générale, elles le sont toutes, non ? Si vous voulez, il a perdu une bataille importante qui est la bataille du temps. Elle n'aurait pas dû être chargée, cette rentrée. Normalement, on devait avoir un Parlement élu qui vote vite une loi d'habilitation et des ordonnances sur la loi travail, ce qui va en fait composer le gros de la rentrée, qui devait paraître durant l'été. Oui. Du coup, les syndicats devaient être mis devant le fait accompli, et en septembre, tout le monde allait retravailler avec un nouveau code du travail. Le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Les syndicats ont gagné la bataille du temps, ils ont réussi à faire durer, et les ordonnances vont être présentées pour une grande partie le 31 août. Voilà. Et donc, avec la rentrée début septembre, qui va arriver derrière. Donc, une possibilité de mobilisation qui est importante, parce que les syndicats n'ont pas intérêt à perdre la bataille médiatique en ne faisant rien, et qui plus est, vous avez un autre endroit où ça peut chauffer, c'est les universités, avec un budget qui baisse, et avec la question des APL. Et faire rentrer des étudiants qui sont sortis de leur fac, c'est très très compliqué, beaucoup plus que des travailleurs qui sont payés. Donc du coup, il y a un vrai danger lors de cette rentrée qui a été en fait assez mal préparée. D'où l'intérêt pour Emmanuel Macron d'essayer de maîtriser ça, sachant qu'il a déjà perdu la bataille essentielle. Et d'où peut-être le fait de commencer à déminer un petit peu le terrain, parce que dans tout ça, il va aussi y avoir des baisses d'impôts. Des réformes d'ensemble et de fond et de structure seront proposées à la représentation nationale pour faire en sorte que l'argent des Français soit mieux utilisé pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. Les impôts seront diminués. Eh oui, les impôts seront diminués. Eh oui, les impôts seront diminués, bien sûr. Et je ne comprends pas que vous n'applaudissiez pas, messieurs et mesdames. Enfin, si, je comprends très bien. Et je trouve ça désolant. C'était hier, lors des questions
au gouvernement à l'Assemblée. Il s'adressait à ses amis de droite dont il est issu qui voulaient une baisse des impôts. Non, moi pour la rentrée, je dirais que je serais plus lancé. Septembre sera évidemment un mois décisif. Le gouvernement aura pour lui, que le Parlement est quasiment en vacances, puisqu'il y a les élections sénatoriales et même l'Assemblée nationale ne fonctionnera. Voilà, la rentrée c'est plutôt en octobre. Tout va se jouer sur la loi de travail, sur la rentrée scolaire. Sur la rentrée scolaire, les classes divisées en deux, il y en a pas autant que ce qu'il avait annoncé, mais il y en a. Donc la communication va se porter sur les quelques centaines de classes divisées en deux, et je pense qu'ils sont conscients que là ils jouent très gros si ça ne marche pas. Et enfin, la loi travail, moi j'ai quand même des doutes de savoir entre le 12 septembre, qui est la grande manifestation annoncée par certains syndicats, et l'adoption définitive de la loi sur le travail le 20 septembre, en une semaine, ils n'arriveront pas à faire descendre toute la France dans la rue. Donc je pense que ça va être très chargé, mais qu'ils ont quand même une certaine sérénité devant eux au niveau du gouvernement. Sur Édouard Philippe, sur les impôts, le déminage. Alors c'était pas sur les impôts, mais c'était juste pour rebondir sur le point qu'ils ne vont pas réussir à faire descendre tout le monde dans la rue. Attention, il y a quand même eu un précédent là, dangereux. Le principe de cette pétition qui a fait reculer le gouvernement. Donc sur le statut de première dame. Sur le statut de première dame, il y a eu une reculade sur une pétition. Donc on n'est pas descendu dans la rue pour autant. Est-ce que ça va faire jurisprudence pour autant? Ça peut donner des idées, effectivement, à d'autres personnes qui ne descendront peut-être pas forcément dans la rue, mais à la rentrée, de se dire, tiens, il y a peut-être un outil qui peut nous permettre de nous faire entendre. Sur la baisse des impôts, il y a eu une promesse d'Emmanuel Macron sur la baisse de la taxe d'habitation. Mais quand on examine un petit peu, on a l'impression qu'elle est un peu renvoyée au calendrier grec. Moi, je crois que le choix de légiférer par ordonnance, la rentrée va être le grand examen, la grande épreuve. On va voir la capacité de nuisance ou d'influence ou d'action des syndicats, des centrales syndicales. On va voir les autres partis politiques comme la France Insoumise, comment il va pouvoir naviguer et chevaucher ce mouvement de la colère. Donc c'est un bras de fer. Si Emmanuel Macron arrive à traverser de manière saine cette rentrée, il pourra avoir un mandat tranquille. Sinon, il sera obligé de faire des concessions. Oui, si vous voulez, les ordonnances, c'est qui tout double. C'est-à-dire que soit les syndicats arrivent réellement à mobiliser assez vite et à ce moment-là, le vote de la loi n'aura pas réellement d'importance. Souvenez-vous du CPE, moi je m'en souviens bien, je passais mon bac cette année-là. Et le vote de la loi n'avait rien changé. C'est-à-dire que tout d'un coup, le mouvement était tellement radicalisé que, eh bien, voilà. Sur les impôts, là aussi, en fait, ça va être une réformette des impôts pour le moment, parce que tout bêtement, il est tenu par les critères de Maastricht, et que c'est là sa vraie stratégie, une relance au niveau européen. Pour relancer au niveau européen, il ne faut pas trop baisser les impôts, il faut faire des économies budgétaires. Mais ça fait toujours du bien quand même de faire quelques petits promesses avant de partir en vacances. Ça va être cosmétique. Merci pour l'analyse, merci à tous les quatre. Restez avec nous, l'information continue sur LCI, vous le savez, et c'est le journal tout de suite.